Bonjour, bienvenue à cette session d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé au sujet de la pandémie de COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi 17 mars. Je suis Sébastien Oliel, directeur du département de communication de l'OPS. Cette séance durera 1 heure. Nous avons déjà reçu des questions que vous nous avez poser à travers le courrier électronique, mais vous pourrez également poser votre question à travers le bouton Q et A. N'oubliez pas d'y apposer votre nom et le média auquel vous appartenez. Nous avons également de l'interprétation simultanée vers l'anglais, vers l'espagnol et vers le français. Et vous pouvez opter la langue que vous souhaitez entendre en cliquant sur le bouton et sur le petit globe interprétation. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, vous mettra à jour au sujet de la région et également vous informeront au sujet de la remise des vaccins à travers le fonds renouvelable. Pour notre séance d'aujourd'hui, nous avons également le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour l'OPS. Et maintenant, j'invite le docteur Carissa Etienne à ce qu'elle présente ses remarques initiales. Merci Sébastien. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse d'aujourd'hui. Cette dernière semaine, près d'1,3 million personnes sont devenues malades à cause de la COVID-19 sur le continent américain et près de 31 000 personnes sont mortes à cause de ce virus. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des reprises du virus dans à peu près la moitié des pays de notre région. Les USA et le Mexique signalent une chute des nouvelles infections, alors que les cas au Canada sont en train d'accélérer, surtout chez les jeunes adultes entre 20 et 39 ans. Les nouvelles infections sont en désaccélération dans les Caraïbes, mais de nombreuses îles signalent une recrudescence des morts liées à la COVID-19, y compris un doublement des morts de la COVID sur certaines îles. Les cas sont en augmentation dans les pays d'Amérique du Sud, comme l'Uruguay, l'Équateur et le Venezuela. La dernière semaine, le système de santé paraguayen a diffusé un avertissement urgent vu le taux de remplissement des hôpitaux par des patients de la COVID. Les villes les plus grandes comme Lima et Rio de Janeiro ont imposé des couvre-feux et des confinements pour essayer de contrôler des flambées récentes. Le Brésil signale le plus grand nombre de nouvelles infections dans notre région et le taux le plus important de létalité journalière dans le monde. Plusieurs régions du Brésil connaissent des infections d'un niveau record et les lits d'hôpitaux sont pratiquement à 100% de leur capacité dans plus de la moitié des États fédérés brésiliens. La situation brésilienne est un avertissement qui devrait nous rappeler que afin que le contrôle de ce virus nécessite une attention continue de la part des autorités de la santé publique et des leaders afin de protéger la population et les systèmes de santé des impacts dévastateurs de ce virus. Les données continuent à être la base de notre réponse et les gouvernements locaux, les autorités locales doivent agir au premier signe que les infections sont en augmentation en mettant en place des mesures pour ralentir cette transmission. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'attendre. Maintenant, mise à jour sur les vaccins, la vaccination. Au jour d'aujourd'hui, près de 138 millions de doses de vaccins contre la COVID ont été administrées sur le continent américain, bien que 28 millions de ces doses aient eu lieu, de ces vaccins et vaccinations aient eu lieu en Amérique latine et dans les Caraïbes. La semaine dernière, l'OMS a émis une autorisation d'urgence d'utilisation du vaccin Johnson & Johnson
et qui est devenu le 4e vaccin autorisé par l'OMS. En proposant une protection avec une seule dose, ce vaccin de Johnson Johnson promet d'accélérer les efforts de la vaccination et COVAX a garanti 100 millions de doses de ce vaccin Johnson Johnson en 2021 et devrait augmenter jusqu'à 500 millions en 2022 avec des doses qui devraient arriver d'ici juillet. La bonne nouvelle, c'est que les livraisons de vaccins reprennent dans notre région. Tout pays qui participe au mécanisme COVAX dans les Amériques sait exactement combien de doses il va recevoir d'ici la fin mai. Le fonds renouvelable de l'OPS effectue des commandes au nom de notre région et travaille en main dans la main avec l'UNICEF et les fabricants de vaccins pour organiser les livraisons le plus vite possible. La semaine dernière, COVAX et ce fonds renouvelable ont livré près de 400 000 doses à notre région. Plus tôt cette semaine, la première livraison a été effectuée à la Jamaïque. Dans les prochains jours, notre fonds renouvelable livrera près de 728 000 vaccins à 5 pays. L'OMS a effectué des commandes pour plus de 2 800 000 doses jusqu'ici. Pour tous ces pays, même ceux qui ont reçu des petites donations au début de ce mois, les livraisons COVAX leur permettront de commencer une campagne de vaccination régulière. Nous sommes contents que les vaccins par ce mécanisme COVAX aient été livrés, mais nous reconnaissons que le besoin de vaccins est encore très important dans les Amériques. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Pour l'instant, nous disposons il y a seulement 2 fabricants de vaccins qui livrent des millions de doses à des douzaines de pays dans le monde entier. C'est un goulot d'étranglement qui nous empêche encore d'acheminer des vaccins à tout pays en même temps. Mais ces envois vont devenir de plus en plus réguliers au fur et à mesure que les vaccins seront plus disponibles pour le mécanisme COVAX. La semaine prochaine, nous attendons à ce que de nombreux pays dans les Caraïbes commencent à recevoir leurs premiers envois COVAX. Notre but, c'est de garantir que tout pays de notre région qui participe au mécanisme COVAX reçoive ses premières livraisons avant la Journée mondiale de la santé le 7 avril. Et nous ne voulons pas nous en arrêter là. Le Fonds renouvelable de l'OPS travaille dur pour garantir que les pays sachent quand et combien de doses ils vont recevoir chaque mois pour qu'ils puissent organiser leur campagne de vaccination. Comme ces campagnes de vaccination contre la COVID sont en cours dans notre région, nous sommes toutefois loin, nous sommes qu'au début de la fin de cette pandémie. Il y a des raisons d'espérer, mais nous devons également nous rappeler que les doses sont pour l'instant en nombre limité et que cela prendre encore plusieurs mois avant que nous puissions garantir que ces vaccins nous permettent de contrôler ce virus. Entre-temps, et surtout quand la transmission reprend, malheureusement, la transmission du COVID reprend dans certains endroits, notre but doit rester celui de sauver le plus de vies possible en donnant la priorité des premières doses à ceux qui sont les plus exposés. Donc, les services de santé, les personnels de santé qui soignent les patients, les personnes âgées et ceux qui vivent dans qui ont des facteurs de comorbidité. Les autres vont attendre leur tour. Il faut continuer à dépendre des mesures publiques de santé pour contrôler ce virus. Même ceux qui sont vaccinés doivent continuer à pratiquer la distanciation sociale, à porter des masques et à éviter les rassemblements. Arrêter cette pandémie va nécessiter de notre part que nous limitions les nouvelles infections et que nous élargissions l'accès au vaccin. Donc, ne baissons pas la garde et maintenons l'espoir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Étienne. Je passe maintenant la parole aux journalistes. Rappelez-vous que vous pouvez nous poser vos questions à travers, en appuyant sur le bouton Q et A. Vous pouvez poser vos questions directement là ou sur le forum. N'oubliez pas d'y apposer votre nom et le média auquel vous appartenez. La première question nous vient du Panama, de Claudia Luna Palencia de Vertigo, du média Destino Panama. Elle nous dit, après un an d'avoir déclaré la pandémie de COVID-19, comment l'OPS évalue les systèmes de santé en réponse aux crises sanitaires en termes d'infrastructures, de prévention, de politique de santé publique? Ont-ils passé cette épreuve difficile? Merci à la journaliste pour cette question. Laissez-moi commencer par répondre que nos systèmes de santé subissent encore un test de cette maladie. C'est loin d'être fini. Dans de nombreux pays, il y a encore plus de cas que auparavant, mais nous avons quand même appris de nombreuses leçons cette année passée et laissez-moi vous en mentionner quelques-unes. L'importance du leadership d'abord. De plus en plus, nous avons vu des leaders courageux qui ont coordonné et qui ont apporté une réponse efficace basée sur les données scientifiques qui ont permis d'affronter cette pandémie dans le nouvel secteur. Nous avons vu également le contraire avec une expansion du virus à chaque fois qu'il y a un vide dans la prise de décision qui expose les faiblesses de nos systèmes de santé. Et deuxième leçon maintenant, nos services de santé n'avaient pas les bonnes priorités avant la pandémie. Nous dépendions trop sur les centres de santé au lieu de renforcer les soins primaires qui sont au point d'entrée et le point contact de nos systèmes. Donc, ça a limité l'efficacité de notre réponse contre la COVID-19, mais cela a aussi permis de déclencher des services très importants et ça nous a montré nos capacités d'affronter d'autres problèmes de santé pendant cette pandémie. Troisième et dernière leçon, c'est que le bien-être économique de nos pays sont directement liés à la force de son service de santé. Un service de santé publique sont plus efficaces, sont plus résilients et répondent mieux en cas d'urgence, mais ils permettent de récupérer plus vite également après une crise. Cela aura des impacts pour le futur post-pandémie. Pendant plusieurs années, l'OPS recommande un investissement d'au moins 6% du PIB en santé. Et ça a été une passion et une priorité pour moi, mais c'est maintenant un sujet brûlant alors que les investissements dans nos systèmes de santé publique feront la différence entre une récupération rapide et une autre lente. Donc, nous continuons à nous battre pour développer nos systèmes de santé, même pendant cette crise de la COVID-19. Merci, docteur Étienne. La question suivante nous vient de Anna Ramdas, est en anglais. Elle est du Trinidad Express, du journal. Est-ce que vous avez quelconque information pour savoir si Trinidad et Tobago vont recevoir leur livraison de vaccins du mécanisme COVAX? Est-ce qu'il y a une liste de distribution? Comment est faite cette répartition? Quel pays reçoit le vaccin en premier, en deuxième, en dernier? Merci pour cette question, Anna Ramdas. Laissez-moi vous dire que les pays ont besoin de mettre en place, ils doivent être prêts à recevoir ces livraisons. Tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes sont prêts, ils ont adopté toutes les mesures nécessaires, ils ont adopté les mesures réglementaires, pour la législation pour les importations. Quand ils vont voir leur nom dans la liste, nous travaillerons main dans la main avec les fabricants et le pays de réception pour savoir quel sera le meilleur moyen de livrer ces doses à ce pays. Donc, nous n'attendons que le déploiement du fabricant.
la localisation est choisie par un comité indépendant qui a été mis en place par la Gavi, le CEPI et l'OMS, les trois organisations qui coordonnent les piliers des outils de la vaccination. Cela pour essayer de une répartition stratifiée et équilibrée dans les 6 sous-régions du continent américain pour garantir que les pays qui financent eux-mêmes l'achat ou ceux qui reçoivent un financement peuvent recevoir ces vaccins. Nous travaillons main dans la main avec les pays et les fabricants pour accélérer le processus et pour que chacun des pays des Amériques et des Caraïbes, y compris le Trinidad et Tobago, recevra bien ces vaccins dans l'espace de 3 semaines. Donc, à partir de la 3e semaine d'avril, tous les pays auront reçu un vaccin. Nous essayons d'accélérer le processus avec les fabricants pour emballer les vaccins dans les bonnes boîtes et dans les bons camions, avions ou bateaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. La question suivante. En réalité, nous avons plusieurs journalistes qui nous consultent au sujet du vaccin AstraZeneca. Daniel Colline de TN23 Guatemala, Melina Ochoa, reporter au Mexique, La Paix, Tania, Scott White de TVO News aux Bahamas et d'autres journalistes qui nous posent des questions au sujet de ce vaccin. La question en espagnol qui dit ce qui suit. Que dit l'OPS au sujet de la suspension de l'application du vaccin d'AstraZeneca dans certains pays européens parce qu'il provoque des manifestations thrombotiques? Quelle est par conséquent la position de l'OPS? Est-ce qu'on doit continuer à l'utiliser ou faut-il l'abandonner? Sébastien. Docteur Sylvain Aldigueri, vous avez été coupé lorsque vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît, Sébastien? Oui, j'ai eu un problème de connexion. Je répète la question. Que dit l'OPS au sujet de la suspension de l'application du vaccin d'AstraZeneca dans certains pays européens parce qu'il provoque des manifestations thrombotiques? Quelle est la position de l'OPS, notamment dans des pays où le vaccin est arrivé par le biais du mécanisme COVAX et faut-il continuer à l'utiliser ou l'abandonner? Docteur Aldigueri, je vous passe la parole. Merci pour cette série de questions que j'essaierai de répondre. Nous sommes bien évidemment, nous savons, nous sommes concernés par ces manifestations de la circulation sanguine qui s'est manifestée dans certains pays et qui est reliée au vaccin AstraZeneca. Certains pays européens ont suspendu la vaccination de ce vaccin par précaution. Par conséquent, dans ce contexte, il est important de dire que le comité d'évaluation de risque en pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments, EMA, n'a pas trouvé de rapport causal entre la vaccination et les troubles de coagulation. Bien évidemment, ceci peut se produire à cause de plusieurs causes. Ces manifestations peuvent se présenter chez des personnes qui ont été vaccinées, mais également chez des personnes qui n'ont pas encore été vaccinées. Le deuxième point, c'est que le comité conseiller mondial sur la sécurité des vaccins de l'OMS est en train d'évaluer les données que l'Agence européenne de médecine lui a fournies et qui sont associées à la distribution de 2 lots de vaccins d'AstraZeneca fabriqués et distribués en Europe. Nous sommes en train d'attendre les résultats finaux de cette évaluation faite par l'Agence européenne de médecine. L'OPS doit informer et dire que ces 2 lots qui sont en train d'être analysés en Europe
ne seront pas distribués à travers le mécanisme COVAX ici dans la région et que les doses qui sont destinées au mécanisme COVAX pour notre région sont produites en République de Corée et en Inde. En outre, les systèmes de surveillance des manifestations qui sont supposément attribuées à la vaccination des pays de la région des Amériques qui sont en train d'administrer et d'appliquer déjà le vaccin AstraZeneca n'ont pas reporté des signaux ou des alarmes concernant la sécurité de ce vaccin. Par conséquent, il n'y a pas de signe qui concerne le vaccin AstraZeneca dans notre région. Et pour cette raison, et en tenant compte des bénéfices du vaccin qui surmontent les risques qui vont au-delà, l'OMS et l'OPS recommandent que l'on continue à administrer le vaccin AstraZeneca tandis que l'on analyse les cas présentés en Europe et il n'y aura pas de changement quant à la distribution à travers le mécanisme COVAX. J'espère avoir répondu à ces questions des journalistes. Merci, docteur. La question qui suit nous vient de Rodrigo Rosales du journal Diario Expresso au Pérou. Il dit qu'en Europe, on parle déjà d'une tertiaire vague. Qu'est-ce que cela signifierait pour le Pérou et pour d'autres pays de la région qui ont maintenant aujourd'hui des systèmes de soins de santé inefficaces et saturés? Et pour lui faire face, sera-t-il nécessaire de confiner à nouveau les citoyens alors que la mesure draconienne imposée par les gouvernements a entraîné des conséquences plus graves sur le plan psychologique, économique, etc. Merci pour cette question, Rodrigo. Ce que l'on a observé, c'est une augmentation de cas dans tous les pays qui ont flexibilisé rapidement et d'une façon massive la distanciation physique. Dans certains cas, le début de la vaccination contre le COVID-19 a provoqué une sensation de sécurité plus importante et la population également a réduit ces mesures de distanciation physique, de laver les mains, etc. et se sont joints à beaucoup de personnes. Et quand ceci se passe, le virus a plus de probabilité d'être transmis d'une personne à l'autre et ainsi augmente les nouveaux cas, augmente les demandes dans les soins de santé et ainsi le nombre de décès augmente par conséquent. Il a été démontré que les mesures qui ont été mises en place, la distanciation sociale, etc., se désinfecter les mains, l'utilisation des masques et éviter les agglomérations a été quelque chose de très efficace. Dans ceux qui ont fermé les écoles, l'économie, la réouverture de l'économie doit être faite en fonction d'une analyse de risque en réunissant l'épidémiologie, la transmission du virus avec l'économie et ainsi d'une manière plus sûre, on peut continuer la réouverture de l'économie. La fermeture complète des activités est une mesure extrême qui devrait être suivi là où il y a une transmission du virus extrêmement élevée et une saturation des services de soins. Par conséquent, il est nécessaire encore de conserver tous les mécanismes pour réduire la transmission du virus. Et c'est la meilleure mesure, non seulement pour les pays qui ont des services de soins saturés, mais également pour les pays qui peut-être ont encore de disponibilité dans les services de soins et ce serait peut-être une raison pour réouvrir l'économie. Mais sincèrement, nous avons vu dans plusieurs pays une troisième vague et une augmentation de cas significatifs lorsque les mesures ont été soulagées. Merci, merci docteur. Et maintenant, je passe la parole à Crystal Gumansin de Global News au Canada. Crystal, vous avez la parole. Merci de prendre ma question. J'espère que vous m'entendez bien.
J'aimerais avoir plus de précisions sur le Brésil. Vous avez mentionné le taux d'infection est en croissance, les taux d'occupation des urgences qui deviennent un problème. Est-ce que vous pouvez entrer plus en détail sur le taux d'infection au Brésil et dans les endroits précis, géographiques? Vous avez mentionné aussi que l'avertissement est lié avec le leadership. Est-ce que le leadership au Brésil crée un taux d'infection plus important et mettre plus de gens dans une situation de risque? Yes, thank you, Oui, Crystal. je peux répondre. Merci, Crystal, pour cette série de questions en fait. En ce qui concerne la situation qui a lieu au Brésil, la situation actuelle est le résultat d'une transmission qui a augmenté pendant la période des fêtes de fin d'année et du carnaval. Nous avons observé des flambées 2 semaines après les fêtes, Noël et après le carnaval. Je voudrais souligner qu'au cours de ces 2 périodes, la mise en place de mesures publiques de santé publique au Brésil n'ont pas été optimales dans la plupart de tout le territoire. Donc, amplification de la transmission et élargissement aussi géographique. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la transmission de SARS-CoV-2 est élevée ou très élevée dans toutes les régions, dans les 5 régions brésiliennes. Et en même temps, dans toutes les régions au Brésil, nord, sud, sud-ouest, sud-est, nord-est et nord. Donc, c'est différent de 2020, de la vague de pandémie 2020. Maintenant, cette augmentation simultanée dans les 5 régions du Brésil, sud, sud-est, nord, nord-ouest et nord-est. Donc, au 16 mars, d'après les informations du ministère de la Santé au niveau fédéral, tous les États fédérés du Brésil, donc les 16 États fédérés plus le district fédéral, donc toutes ces 27 unités fédérales signalaient un taux d'occupation des urgences de plus de 75% et 20 de ces États fédérés signalaient un taux d'occupation des urgences de plus de 85%. Nous savons également que beaucoup de patients sont dans l'attente de lits pour pouvoir être hospitalisés, vu ce manque de place dans les établissements hospitaliers. L'OPS a très clairement déclaré lors de plusieurs conférences de presse que la mise en place des mesures de santé publique très strictes, guidées par des indicateurs épidémiologiques, allait être cruciale pour contrôler cette transmission. Ces mesures devraient être mises en place et surveillées par tous les niveaux de l'État, de la force publique, au niveau des États fédérés, donc les 27, et au niveau municipal également, les territoires, donc surveillance de la situation, suivi de la situation et suivi de la mise en place des mesures de santé publique. Il est important de mentionner dans le contexte de la circulation de plusieurs variants et surtout des 3 variants inquiétants dans la région que ces mesures de santé publique, quand elles ont été mises en place, elles ont vraiment réussi à lutter contre le virus. Et pour terminer, il est important également de prendre en compte le fait que le déroulement de la campagne de vaccination va d'abord sauver des vies chez les gens qui ont des facteurs de risque, qui présentent des comorbidités. Et ce n'est que dans un deuxième temps, en fonction de la couverture de la vaccination dans la population, que le vaccin aura un impact sur la dynamique de l'attention. J'espère avoir répondu à vos principaux points. Merci. Merci, docteur. Nous avons maintenant plusieurs questions au sujet du Venezuela. Nicole Yapour de Bloomberg News et Mariana de Barrios de TV Venezuela dit que le Venezuela a annoncé qu'il n'autoriserait pas l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca sur le plan de vaccination du pays. Et ils disent, compte tenu de cette situation, est-ce que les négociations pour l'entrée
du pays dans le mécanisme COVAX seront-elles suspendues ou se poursuivront-elles et l'entrée d'un autre vaccin sera-t-elle négociée? Et Mariana dit également ou Mariana Souquet dit, qu'elle demande quelle est la capacité de diagnostic au Venezuela. Est-ce que l'on sait combien de tests PCR antigéniques ont été réalisés jusqu'au jour d'aujourd'hui? Docteur Ugarte, merci beaucoup. Je pense que concernant la question du vaccin AstraZeneca, le docteur Aldigueri a été très clair. Il y a plusieurs pays qui prennent des mesures concernant les effets secondaires du vaccin et nous pensons que, vu ces circonstances, certains pays ont décidé de suspendre les livraisons du vaccin, tandis que les agences de réglementation en Europe et d'autres prennent une décision ou donnent leur décision à l'OMS, certains pays reverront leur décision. Pour l'instant, il y a le processus d'accès au vaccin continue à être le même pour tous les vaccins et au Venezuela également à travers le mécanisme COVAX. La situation de l'accès aux tests de diagnostic, c'est en train d'augmenter partout où nous avons réalisé des visites de terrain et où nous avons réalisé certains ajustements. La capacité des diagnostics antigènes était environ maintenant de 300 et le nombre de symptomatiques dans ces endroits a diminué et le nombre de tests a augmenté plus de 10 fois dans certains pays. Par contre, nous pensons que cette capacité, dans certaines villes, dans certains endroits du Venezuela, par contre, nous savons qu'il y a des limites d'opération, mais le réseau est en train d'augmenter la capacité et nous avons reçu une confirmation que les tests sont en train d'être appliqués et parce que le Venezuela nous rapporte dit qu'il y a des cas plus de cas dans plusieurs endroits du pays. Par conséquent, à travers ces informations, nous constatons qu'il y a eu des tests qui ont été réalisés et nous espérons que les cas diminuent jusqu'à ce que les vaccins qui ont été reçus soient appliqués et que l'on reçoive d'autres vaccins. Merci, merci docteur. Maintenant, je passe la parole à Jacqueline Villeda du diario El Mundo au El Salvador, qui a une question à nous poser au sujet de son pays, El Salvador. Jacqueline, si tu nous entends, tu as la parole. Je crois qu'elle n'est pas là, Jacqueline. Donc, je vais lire par conséquent la question de Jacqueline Villeda du journal El Mundo au Salvador. Elle demande quand est-ce que El Salvador recevra les vaccins de Pfizer Biotech pour le programme Première Vague et pourquoi nous ne le recevons pas encore. Nous ne les recevons pas encore. Docteur Barbosa, OK, merci pour cette question. Cette initiative a été prise pour envoyer à certains pays du monde une quantité initiale des vaccins de Pfizer. Aux Amériques, 4 pays ont participé, la Colombie, le Pérou, qui ont déjà défini leurs vaccins, El Salvador et la Bolivie. El Salvador va recevoir les vaccins de Pfizer pour la première vague la semaine prochaine. El Salvador a reçu il y a 6 jours la première livraison du mécanisme COVAX avec des vaccins AstraZeneca, les 300 000 qui ont été envoyés au pays. Ils ont reçu les AstraZeneca et le El Salvador recevra les vaccins à travers l'initiative de Première Vague. La prochaine question est de Mathias en espagnol. Mathias, je te passe la parole pour que tu poses ta question directement, s'il te plaît. Sí, buenas tardes. Mathias Lowy, bonjour. Je voudrais demander les scientifiques
en Argentine ont décidé de fermer les frontières avec le Brésil à cause du variant P1. Qu'est-ce que vous croyez qui seraient les mesures les plus appropriées jusqu'à ce que la vaccination n'avance pas? Et est-ce que c'est vrai que ce variant augmente les possibilités de réinfection? Docteur Ugarte, vous avez la parole. Merci pour cette question. Le variant P1 est une cause de préoccupation pour plusieurs pays. Néanmoins, la fermeture des frontières et la limite de transport international, aussi bien des cargos que de passagers, mais ceci n'est pas suffisant pour limiter la transmission des variants, des virus et des variants qui ont été identifiés dans le pays. Et ainsi, les mesures les plus appropriées seraient d'augmenter la détection rapide des cas, l'isolement des symptomatiques, la quarantaine des contacts et l'accès aux soins de santé. Il a été reporté également dans plusieurs pays, par plusieurs pays qui nous ont dit qu'il y a eu des réinfections des personnes qui avaient déjà eu le COVID. Cette réinfection est un pourcentage très limité des cas, mais lorsqu'il y a une haute charge virale, surtout lorsqu'il y a l'utilisation des masques, la distanciation physique, se laver les mains, etc., comme nous l'avons déjà fait, s'il n'y a pas toutes ces mesures qui sont prises, la probabilité de transmission augmentera. Et bien évidemment, c'est aussi bien si ces mesures ne sont pas prises, cela augmente la probabilité d'infection ainsi que la probabilité de réinfection. Par conséquent, nos recommandations sont que les systèmes nationaux de santé évaluent le risque intérieur aussi bien au niveau ou sur le plan du pays et des pays voisins et l'origine des voyageurs internationaux. Nous savons qu'il y a des restrictions mises en place par l'Argentine concernant les voyageurs internationaux. Il y a le test PCR, la quarantaine, etc. Et mettre l'accent sur le fait que les mesures pour le contrôle de l'infection, pour la transmission de la maladie sont les mesures qui doivent être appliquées pour tous les cas avant de penser à fermer les frontières, surtout lorsque le virus circule déjà intérieurement. Maintenant, la question de Canal 19 du Paraguay. Il nous demande quelle est la position officielle de l'OPS concernant ce qui s'est passé au Paraguay lié aux prévisions des vaccins contre le COVID-19. Docteur Barbosa, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette question. Le Paraguay est prêt à recevoir ces vaccins. Nous avons eu un petit problème administratif avec le Paraguay, mais qui a été solutionné. Les vaccins pour le Paraguay sont déjà prêts au centre de distribution de la Corée à Amsterdam, qui garde et stocke les vaccins AstraZeneca qui nous viennent de la Corée du Sud. Nous sommes en train de résoudre toutes ces démarches pour que les vaccins en provenance d'Amsterdam arrivent le plus rapidement possible au Paraguay. Par conséquent, le Paraguay recevra très prochainement les vaccins pour passer à la vaccination des soignants et puis par la suite, le vaccin sera appliqué aux groupes les plus vulnérables. La prochaine question est de Carlos Serrano de Lismundo et j'aimerais lui passer la parole pour qu'il puisse poser sa question. Carlos Serrano, est-ce que tu nous entends? Oh, oui, bonjour. Au mois d'août de l'année dernière, l'OMS a... Ma question est, quel est l'état actuel de ce suspens? Parce que l'année dernière, on a dit que le niveau de contagion était en train de baisser. Quelle est la situation actuelle en Amérique latine?
au sujet de la contagion plus importante des jeunes? Voilà la question. Merci, Carlos. Docteur Aldigueri, est-ce que vous pourriez répondre concernant cette question sur la contagion des plus jeunes, l'évolution des tendances? Oui, merci. Je réponds sur le plan ou au niveau de la région des Amériques, Amérique centrale, Amérique du Nord, les Caraïbes et l'Amérique du Sud, les tendances continuent. Concernant les cas entre 30 ans et 50 ans, ce sont ceux qui le plus s'infectent et qui rendent la propagation plus facile. Lorsque nous nous concentrons sur des hospitalisations, il y a des variations, cela change dépendant des pays. Par exemple, au Brésil, il semblerait que dans certains États amazoniens, l'âge des hospitalisations a été réduit, a baissé. Ce sont des données préliminaires que l'on est en train d'étudier encore et nous travaillons avec nos collègues de l'État d'Amazonie au Brésil, un État fédéré du Brésil qui a été très impacté par une vague de transmission dans le bassin amazonien. Concernant les infections, l'âge n'a pas eu vraiment de poids et les cas reportés les plus fréquemment a été des personnes de plus de 60 ans, le groupe entre 60 et 70 ans. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. I think that Mr. Sebastián Oriel is disconnected at this moment. Olá, colegas, temos problema técnico aqui. Bonjour, nous avons un problème technique ici avec Sébastien Oliel. Je vais continuer. Je suis Paolo Lida, je suis du département de communication de l'OPS. Sébastien apparemment est revenu. Excusez-moi, j'ai eu des difficultés techniques. Je suis désolée. La question suivante nous vient d'Antigua et Barbuda en anglais. Karim Joseph, qui est éditeur santé de New Media Observer à Antigua et Barbuda, il dit la chose suivante. Nous savons que le mécanisme COVAX a souffert du nationalisme de la vaccination. Olá, sigo aqui com a pergunta que estava lendo. Je reprends la question que je lisais. Et Sébastien, la question de Khadim Joseph, éditeur santé de Antigua Barbuda. Nous savons que le mécanisme COVAX a souffert du nationalisme de la vaccination et d'autres revers. Antigua Barbuda et d'autres pays de la région disposent de l'Université des Antilles, de leur campus et d'autres universités. Est-ce que l'OPS voit une possibilité pour la région d'un développement d'un vaccin et sa production à travers ces institutions ou autres? Deuxième question, est-ce que l'OPS a confiance qu'elle obtiendra suffisamment de doses de vaccin pour que ces deuxièmes doses soient administrées suffisamment tôt? Est-ce que, Dr Barbosa, vous pourriez répondre à ces deux questions? Merci pour ces deux questions très importantes. D'abord, je crois que vous avez raison. Il nous faut débattre comment réduire la vulnérabilité de l'Amérique latine et des Caraïbes. Mais ce n'est pas seulement une question de vaccin, mais une question des conditions de médecine pour protéger les équipements, par exemple. C'est un sujet très important qui a été souligné par la pandémie. Beaucoup de pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont dû se battre pour avoir accès aux tests PCR, aux médicaments,
sans parler des vaccins. Nous croyons donc que c'est le moment de débattre de comment garantir plus de collaboration entre les différents pays en Amérique latine et dans les Caraïbes, afin de renforcer leurs capacités existantes pour affronter ces problèmes de santé sérieux. Ce va être un sujet très important dans l'agenda de notre organisme dirigeant lors de sa réunion en octobre. Nous encourageons d'ailleurs la collaboration entre les ministres de la Santé, les ministres de l'Économie, les ministres de l'Industrie et du Commerce, de plusieurs des institutions académiques pour qu'elles travaillent ensemble pour renforcer la capacité de notre région à produire des vaccins et d'autres produits de santé. C'est très important. Le mécanisme COVAX pour plusieurs pays, nous avons des données qui montrent qu'en mars et en avril, ce sera peut-être en mai, nous aurons encore un accès limité. En juin, peut-être, il y aura un accès plus facile des vaccins. Donc, que les pays utilisent ces doses disponibles de façon la plus sage possible, en ciblant plutôt les groupes, les tranches d'âge qui sont les plus susceptibles d'attraper la maladie, professionnels de santé, et après, en essayant de donner la priorité à ceux qui sont les groupes plus vulnérables et qui peuvent être susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Aujourd'hui, une recommandation très importante, c'est que les pays utilisent le vaccin AstraZeneca. Nous avons des données solides qui montrent qu'ils peuvent utiliser la deuxième dose. Ils peuvent déjà programmer cette deuxième dose 12 semaines après la première dose. Donc, cela leur donnera plus de temps. Les données montrent que ce vaccin est très efficace après la première dose et qu'à l'administration de la deuxième dose après 12 semaines, cela renforce encore la protection. Donc, ces pays peuvent programmer cette administration de deuxième vaccin à la fin de cette période de 12 semaines pour garantir mieux gérer les vaccins et les doses qui leur sont disponibles. Ce sont les recommandations que les pays doivent adapter à leurs plans nationaux afin de fournir le meilleur usage du vaccin et des doses qui sont disponibles. Merci, docteur, et merci, Paola. La question suivante nous vient de Uriel Velasquez del despacho 505 du Nicaragua. Il dit que le gouvernement du Nicaragua n'a pas encore commencé la vaccination du personnel soignant et il pose la question, est-ce que l'OPS a des recommandations spéciales concernant les vaccins qui ont été reçus de Sputnik, d'AstraZeneca, etc. Ce groupe de soignants serait le premier groupe à être vacciné, mais cela n'a pas été respecté. Docteur Ugarte, merci beaucoup. Merci pour cette question. On peut, avec cette question, mettre l'accent sur le travail de l'OPS auprès des pays auprès du Nicaragua et des autres pays de la région. L'OPS soutient et donne de la coopération technique au pays pour le plan de vaccination, fournit des guides, des recommandations et en même temps, elle soutient la formation du personnel qui applique le vaccin et dans certains cas, la logistique. Ceci dit, chaque pays détermine quelles sont les priorités concernant le plan de vaccination. Presque tous les pays ont identifié le personnel soignant comme étant un des groupes prioritaires. Et le Nicaragua, qui a commencé la vaccination, a annoncé que les personnes qui avaient plus de 60 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques feraient partie des premiers groupes à être vaccinés. Je comprends que les autorités, à un moment donné, nous informeront au sujet de l'état
des avancées de la vaccination pour voir combien ils ont avancé concernant la vaccination du personnel soignant, qui est un des groupes qui court le plus de risques. La vaccination a été appliquée à la population et il est très important d'appliquer les mesures que nous avons mentionnées. Le processus de vaccination prend beaucoup de temps et c'est pour cela que la recommandation pour le Nicaragua, la population du Nicaragua et pour d'autres pays, c'est de continuer avec les mesures que nous avons mentionnées, distanciation physique, utilisation du masque et lavage des mains. Merci beaucoup, docteur. Nous arrivons à la fin de ce media briefing du jour d'aujourd'hui. La prochaine question est de Marta Toret du Diario Contrarréplica de Mexique ainsi que Jacqueline du El Salvador. Ce sont des questions qui sont liées aux augmentations possibles de cas dans plusieurs pays de la région à cause des vacances, des journées de repos et du week-end prolongé du lundi de Pâques. On demande est-ce que l'OPS craint une nouvelle flambée de coronavirus dans la région? Quelles sont les mesures qui doivent être prises? Nous le savons qu'il y a un problème très concret. Nous ne pouvons pas laisser baisser la garde. Si nous relâchons, le virus revient et avec une plus grande intensité. Plusieurs personnes sont fatiguées de la fatigue de cette pandémie, mais le virus ne s'est pas fatigué de nous. Et si nous relâchons nos mesures publiques de santé, il reprend de plus belle. Et donc, la transmission reprend de plus belle quand nous nous rassemblons, et surtout en intérieur. Peu importe s'il s'agit de Noël, des vacances de Pâques, du carnaval, une réunion familiale, une réunion d'affaires, une fête. Toutes ces occasions peuvent être une situation dans laquelle le virus peut être contracté. Donc, nous savons que quand les communautés relâchent pendant les vacances, la transmission dans cette zone finit par augmenter. Nous le savons maintenant. Oui, il faut compter sur les vaccins et ils sont des facteurs clés pour arrêter le virus. Mais un jour, mais jusqu'à ce que suffisamment de gens aient été immunisés, il nous faut maintenir les mesures de santé publique que nous savons qui fonctionnent, et nous le savons, et de façon répétée. Donc, pour l'instant, le taux de vaccination n'est pas suffisant dans aucun pays pour protéger la population nationale. Donc, il faut continuer à maintenir le taux de transmission le plus bas possible. Donc, nous aidons les fabricants à augmenter leur production, mais tant que ce n'est pas le cas, il faut maintenir ces mesures de santé publique pour éviter la résurgence de flambée, pour protéger nos systèmes de santé. Les mesures basiques de santé publique restent notre protection de base. Et pour les autorités publiques, cela veut dire qu'il faut continuer à dépister, à tracer, à isoler, à maintenir les quarantaines et à fournir des services de santé de qualité. Et pour la population générale, il faut continuer à maintenir la distanciation sociale, le lavage des mains, l'usage de masques, la ventilation d'environnement intérieur et éviter les endroits où il y a trop de gens. Donc, il faut répéter ces messages. La COVID-19 n'a pas encore été battue et nous devons tous continuer à lutter contre ce virus pour éviter de nouvelles épidémies. Cela signifie de plus d'hospitalisation. Donc, il ne faut pas que nos systèmes de santé s'effondrent à cause de cela. Donc, s'il vous plaît, nous vous implorons, nous vous demandons instamment, ne baissez pas votre garde et aidez en respectant les mesures de santé publique.
Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, nous arrivons à la fin. Nous voulons partager une page Nous web. arrivons. Nous passons maintenant à la fin. Nous passons maintenant au sujet de l'application de notre région. Vous pouvez trouver des informations mises à jour au sujet de l'application des vaccins en Amérique. Rappelez-vous que vous avez plus d'informations sur la page web de l'OPS et continuez à être en contact avec nous à travers le courrier électronique. Merci beaucoup et à la prochaine.